On m'avait caché cette histoire. Comment ma tante a sacrifié son bonheur pour nous protéger. Pendant longtemps, j'ai cru que certaines choses étaient normales. Le silence qui pesait dans notre maison, les repas pris chacun dans une pièce différente, l'horloge du hall qui comptait les secondes comme si le temps cherchait une excuse pour ne pas s'approcher. Ce n'était pas normal. Ce n'était pas non plus un drame grandiose. C'était une froidure subtile, faite de regards qui n'atteignaient jamais, de gestes polis mais distants, d'un luxe qui réverbérait au lieu d'accueillir. Et puis est arrivée ma tante Daisy. La maison de mon père avait des sols en marbre qui renvoyaient tout en double, nos pas, nos voix, nos manques. Les lustres jetaient leur lumière comme autant d'étoiles figées, et la cheminée, quand elle était allumée, parlait plus pour faire joli que pour réchauffer. Gabriel, mon père, travaillait tard, revenait avec l'odeur du café de bureau collé au col, l'œil déjà ailleurs, parlant de chiffres et de réunions comme s'il traduisait l'amour en productivité. Il y avait des moments où je le suivais du regard quand il traversait le salon, espérant un regard qui me dirait « tu comptes ». Il passait et le marbre répondait. Ma tante Daisy n'était pas une héroïne sortie d'un conte. Elle n'avait pas de cape ni de discours grandiloquent. Elle est entrée dans notre vie avec un sac, un tablier froissé et une décision. Elle était ma tante par le sang d'une branche d'arbre plus petite, une sœur de ma mère qui, quand ma mère est partie, n'a pas choisi la route la plus simple. Elle a accepté de travailler comme femme de ménage chez nous, un travail qu'elle aurait pu refuser, un emploi qui pour quelqu'un comme elle pouvait sembler une assignation humiliante. Elle l'a fait par choix. Elle m'a dit ensuite, une fois que j'étais assez grande pour comprendre, qu'elle avait préféré renoncer à des projets, à des voyages, à la possibilité d'un foyer à elle, plutôt que de me laisser seule dans cette maison où l'amour faisait si froid. La première image que j'ai gardée d'elle, enfant, n'est pas une grande scène, mais une petite chute. La règle en bois qui tombe de ma trousse pendant que je recopiais un dessin. Le crayon roulait, un trait noir sur la feuille, et comme d'habitude, ma main a tremblé. Les autres enfants n'attendaient pas que je finisse. Ils riaient, pointaient. La honte me pliait en deux. Quelqu'un a passé la main près de moi et a ramassé la règle. C'était Daisy. Sa main était douce, pas intrusive, juste assez pour que mes doigts touchent les siens se saisissant du bois. « Tiens », soufflait-elle en me rendant l'objet, « ne laisse pas un crayon décider de qui tu es. » C'était un geste banal, mais il a fait une brèche. Les murs de silence s'effritaient à coups de petites mains. À cet âge, on croit que les grandes choses doivent porter de grands gestes. C'était inverse. Un effleurement, un mot simple. Ma tante s'est installée dans les interstices de notre vie, dans les moments où personne ne regardait. Elle prenait les tâches ménagères, oui, mais surtout elle tissait des points de chaleur invisibles, des petits déjeuners qui n'avaient plus l'air d'avoir été préparés à la hâte, des dessins accrochés au frigo comme des trophées, des histoires racontées à voix basse après le coucher. Elle me cherchait, je le sens aujourd'hui, comme on sent une musique basse, même quand la maison est pleine de silence. Si cette histoire vous parle, pensez à une personne qui vous a protégé. Partagez ou conservez cette vidéo pour vous souvenir de ce qu'un amour discret peut faire. Je me revois à 5 ans, debout sur la chaise de la cuisine pour attendre l'étagère où Daisy gardait les bols. Elle me laissait faire, me guidant du bout des doigts, me corrigeant sans jamais me faire sentir incapable. Elle avait une façon de toucher les choses, de remettre une cuillère en place, qui transformait l'ordinaire en soin. Elle aimait la cuisine, et son rire en battait le tempo. Pas un éclat, mais une régularité qui rassurait. On entendait le tic-tac d'une horloge dans une pièce voisine, un bruit qui ponctuait la journée et rappelait que le temps passait, même quand la tendresse se construisait lentement. Ce sont ces gestes répétés qui ont commencé à façonner quelque chose en moi. Daisy ne parlait pas beaucoup de ses raisons. Elle laissait ses choix parler. J'ai su plus tard qu'elle avait renoncé à une proposition d'emploi dans une autre ville, qu'elle avait décliné une relation parce que l'idée de m'abandonner au silence lui était insupportable. Elle a payé avec des manques personnels, des détours sur des projets qui auraient pu être à elle, mais chaque renoncement portait un sens. Elle a dit un jour, en essuyant la table, « Les gens pensent souvent que protéger, c'est agir en grand. Moi, je protégerai par les petits riens. Il faut apprendre à reconnaître la dignité dans chaque choix. » Quand le monde extérieur a commencé à se montrer un peu plus rude, Daisy a transformé sa patience en discipline. Ce n'était pas une discipline froide, c'était une école d'attention. Sous la serre du jardin, une vieille structure vitrée derrière la maison où poussaient des plantes survivantes et des pots que personne ne regardait, elle a commencé à m'enseigner des gestes simples. Au début, c'était jouer, me montrer comment tenir mon bras pour tendre à attraper quelque chose sans me faire mal, puis elle a posé un petit tapis
et les jeux sont devenus routine. Je me souviens du premier après-midi où elle m'a dit, sans détour, « Tu n'es pas faible ». Voilà une phrase simple, presque banale, mais à l'intérieur de moi, elle a fait écho comme le bruit clair d'une cloche dans une grande pièce vide. Daisy s'est agenouillée, m'a pris les mains, a soutenu mon regard. Elle avait cette façon de parler qui n'enlevait rien à la gravité des choses. Elle ne niait pas la douleur, elle la reconnaissait, puis la remplaçait par une direction. « Tu n'es pas faible, Nicole, et je vais t'apprendre à te protéger. » Elle n'a jamais utilisé la peur pour me fortifier. Elle parlait de dignité. Les mouvements appris derrière la serre n'étaient pas des techniques de combat savantes, c'étaient des modules de confiance traduits en gestes. Elle enseignait la respiration, comment ancrer ses pieds, comment utiliser la voix pour porter sa présence, comment dégager un bras lorsqu'on te pousse. Parfois, elle me faisait rire en mimant une agression ridicule avec un panier à linge. D'autres fois, elle me regardait sérieuse et me corrigeait doucement la position des épaules. Entre 2 répétitions, elle préparait des biscuits. La scène était devenue un rituel. Nous falonions sur le tapis, le soleil passait à travers les vitres fatiguées et dessinait des taches chaudes sur le sol. Le monde semblait moins immense derrière ces vitres opaques. Les entraînements se mêlaient aux chansons que nous inventions et aux histoires qu'elle murmurait à voix basse, des petites leçons déguisées en fables. Tu vois le petit oiseau? Il sait garder sa place et aussi se défendre quand il faut. J'apprenais à me tenir droite dans le regard et peu à peu, je sentais une colonne intérieure se dresser. Daisy gardait aussi ses propres combats privés. Parfois, après que je sois couchée, je trouvais sa silhouette à la fenêtre, regardant vers la ville avec une expression qui n'était pas tout à fait tristesse, ni tout à fait colère. Elle écrivait parfois des lettres qu'elle pliait et remettait dans un tiroir fermé à clé. Elle répondait rarement au téléphone. Quand on me posait des questions sur sa vie, elle répondait avec une légèreté qui masquait une réalité lourde. « Je choisis d'être ici », disait-elle. « C'est mon choix. » Mais les choix ont un prix. Elle dormait dans une chambre modeste, loin de confort qu'elle aurait pu se permettre si elle avait quitté notre maison. Elle refusait de parler de ce prix comme d'une souffrance à célébrer, mais certains soirs ses yeux me montraient qu'elle avait renoncé à des choses plus vastes que des promotions. Elle me disait qu'elle n'avait pas besoin de reconnaissance publique. Sa récompense était visible dans mes pas, dans ma voix qui changeait, dans ma façon de ne plus me recroqueviller devant une remarque. Pourtant, son visage portait des traces de ce qu'on abandonne. Des vacances non prises, des anniversaires fêtés en report, des conversations manquées avec ceux qu'elle aimait. Pendant ce temps, Gabriel poursuivait son vertige quotidien. Il rentrait tard, brûlé, souvent préoccupé. Une tache d'huile sur sa chaussure, un détail que j'ai remarqué longtemps avant de savoir pourquoi il me marquait, symbolisait ce qu'il laissait derrière lui, des traces d'ailleurs sur des lieux qui auraient dû être à nous. Il y avait des fois où il s'asseyait au bout de la table, regardait un point indéfini et prenait des décisions sans nous consulter. Il était un homme qui aimait en termes de contrôle, et l'affection se transformait en quantifiable. Mais il n'était pas un monstre, il était fatigué, et la fatigue avait appris à se défendre par l'absence. Daisy savait cela. Elle ne rentrait pas en combat contre lui. Elle construisait un espace où je pourrais apprendre à tenir. Les jours d'école, les choses paraissaient ordinaires. On me laissait à la grille et je franchissais le pas avec ces petites peurs que tout enfant porte, la crainte d'être jugé, l'angoisse de ne pas être comme les autres. Il y avait des camarades qui mesuraient leur popularité en moquerie. Les enfants se forgent des armes de mots, et parfois une bêtise devient une meute. Une fois, quelqu'un a griffonné mon sac à dos comme si mon travail d'enfant ne méritait pas plus que des dessins moqueurs. Je rentrais à la maison avec un boulot dans le ventre. Daisy posait ses tâches et me demandait, sans insistance, « Raconte-moi ». La raconter était à la fois un soulagement et une douleur. Quand je disais les noms, elle ne répondait pas par l'indignation. Elle demandait plutôt ce que j'avais ressenti, puis me montrait, physiquement, comment être présente pour moi-même. Elle m'apprit à redresser mes épaules devant l'insulte, non pas pour rendre la violence, mais pour affirmer que ma dignité ne dépendait pas d'un jugement extérieur. Un après-midi, après une altercation où j'avais été poussée contre les casiers, Daisy a sorti une vieille veste et m'a emmenée derrière la serre. J'avais les yeux qui piquaient, le cœur trop rapide. Elle a posé sa main sur mon épaule et m'a dit, la voix douce mais ferme, « Nous allons répéter. Tu vas apprendre à te protéger. Pas pour faire peur, mais pour te rappeler que tu as une place qui ne dépend de personne. » Le montage des entraînements s'est installé dans ma mémoire comme une succession de petites victoires filmées. La première fois que j'ai tenu ma position quand on m'effrayait, le premier regard d'enfant qui m'a observé sans pouvoir me faire plier, le petit cri de victoire quand j'ai réussi à m'extraire d'une étreinte maladroite.
Chaque mouvement se doublait d'un mot. Tu peux. Respire. Tiens-toi. Daisy répétait souvent la même phrase, jusqu'à ce qu'elle devienne ma conviction. Tu n'es pas faible. Et quand je me répétais ce mantra dans la cour, quelque chose changeait dans la résonance de ma propre voix. Elle avait densifié mon être, comme quand on ajoute un fil à une toile. La maison elle-même commençait à se transformer, sans que Gabriel le remarque tout de suite. Les objets accumulés dans l'entrée semblaient moins hiérarchiques, les bouquets sur la table avaient des fleurs cueillies à la main, pas seulement achetées pour la forme. Un samedi matin, je me souviens d'une casserole posée sur la cuisinière, une odeur d'ail et de citron, Daisy qui fredonne en remuant, et Gabriel qui, pour la première fois depuis longtemps, a laissé son téléphone face cachée sur la table. Il a levé les yeux. Ce geste était minime, mais pour nous il était énorme. Il a regardé Daisy, puis moi, et quelque chose a vacillé dans ses traits. Il n'a pas su encore comment approcher, comment nommer le manque qu'il avait laissé, mais la fissure était ouverte. Daisy, toutefois, ne se vanterait jamais de ce qu'elle avait fait. Elle disait aux gens qu'elle avait fait ce qu'il fallait, avec une modestie qui cachait une volonté d'airain. Quand des voisins demandaient comment elle gérait tout, elle souriait et répondait « On fait ce qu'on peut ». Ce « on » contenait le monde entier de son sacrifice. Elle s'est mise entre moi et certains dangers, mais pas comme une barrière qui m'éloignait du reste du monde, plutôt comme un filet qui me retenait sans me priver d'apprendre à voler. Petit à petit, la confiance s'est glissée sous ma peau comme une tenue neuve. À l'école, j'ai commencé à lever la main plus souvent. Je répondais aux récréations avec moins de crainte. Mes dessins devenaient plus audacieux. Daisy me regardait avec une fierté tranquille, la même fierté qu'elle mettait à repasser un apron, mais en plus vrai. Elle m'encourageait avec des phrases courtes. « Tiens bon, rappelle-toi ton appui, regarde-moi quand tu parles. » Ces consignes se transformaient en réflexes. Et puis, il y a eu la journée où tout a basculé vers l'extérieur. Je l'ai senti d'abord comme une clé dans une serrure, un bruit plus fort que d'habitude dans la cour, des rires qui n'étaient plus destinés seulement à moi, mais construits en meute. J'avais appris à me tenir, mais l'espace où l'on m'attendait pour me tester avait grandi. Les autres avaient remarqué que j'avais changé. Certains le prenaient pour une invitation à pousser plus fort, à voir jusqu'où j'irais. D'autres, peut-être, regardaient simplement une fille qui refusait de se laisser faire. Ce jour-là, j'ai senti la main de Daisy sur mon dos avant d'entrer dans l'école. Elle a dit, d'un ton qui ne laissait pas place au doute, « Rappelle-toi, tu n'es pas faible. Et si ça devient trop, tu pars. Tu as le droit de partir. » Je portais la même veste que lors des entraînements, comme si le tissu retenait un peu de la force que Daisy m'avait transmise. En franchissant la grille, mon cœur tambourinait, mais ce n'était plus la même panique qu'avant. C'était une alarme qui pouvait être tenue, dominée. La cour était un théâtre, les enfants occupaient leur place, les groupes s'assemblaient comme des îlots. J'ai vu la même fille qui m'avait poussé le mois précédent. Elle serrait un groupe autour d'elle, sourire crispé. Les premières remarques en fusée, comme des jets d'eau cherchant une fissure dans la pierre. Je me suis tenue droite. Les mots sont venus, ils ont heurté. Parfois ils n'ont pas trouvé à qui s'accrocher. J'ai répondu, calmement, en me rappelant les mouvements, la voix, le regard. Ce n'est pas gentil. Ce qui s'est passé ensuite n'est pas un récit d'héroïsme spectaculaire. Il n'y a pas eu de scène de film. Il y a eu un moment simple où j'ai reculé un pas, puis un geste maladroit d'une camarade, une échappée de vapeur humaine. J'ai appliqué ce qu'on m'avait enseigné, garder ma place, dégager mon bras, dire non avec clarté. Les autres reculaient d'un souffle, surpris. La meute a hésité. Et puis, comme souvent, quelqu'un a pris la décision de porter la question plus loin. Le directeur a été averti. Une voix a appelé la maison en fin d'après-midi. Une voix institutionnelle, un peu distante, mais lourde. Mademoiselle Nicole a eu un incident à l'école aujourd'hui. Nous devons en parler. La sonnerie du téléphone était devenue pour nous ce signal que quelque chose de sérieux commençait. Daisy a décroché en première, l'air calme, tandis que je me tenais près de la fenêtre et regardais la serre où nous avions tant travaillé. Son visage, à l'autre bout de la ligne, restait impassible, mais ses doigts tressaient une serviette avant d'y répondre. Je pouvais lire dans ses gestes qu'elle calculait déjà les mots, qu'elle préparait la réponse qui protégerait et assumerait la responsabilité. « D'accord », a-t-elle dit posément, « nous viendrons parler. Merci de nous prévenir. » Quand elle a raccroché, son regard s'est posé sur moi et elle a murmuré, comme un serment. « Nous devons le faire avec sagesse, mais je suis là. » Ce téléphone marque une frontière. Ce n'était plus seulement l'entraînement derrière la serre. Le monde adulte allait regarder, questionner et mettre en lumière des choses que nous avions seulement frôlées. Gabriel allait savoir. Les murs du marbre allaient entendre une conversation que je redoutais et que, quelque part, j'espérais. Je sentais l'air, prêt à changer de densité. Daisy m'a pris dans ses bras,
Fermement, sans précipitation, elle a posé sa joue contre la mienne et a dit, pour la première fois de façon presque prophétique, « Nous sommes une famille maintenant. » C'était une phrase qui n'effaçait pas ce qui manquait, mais qui donnait un nom à ce que nous étions devenus, une alliance faite d'attention et d'engagement silencieux. Je l'ai répété comme on apprend une prière, notée au bord d'un cahier. Nous sommes une famille maintenant. Les mots m'ont donné un poids d'appui, un lieu sûr où poser la crainte. Ce que je ne savais pas encore, et que je n'ai compris qu'avec le recul, c'est à quel point ce moment allait déclencher autre chose. Le téléphone qui avait sonné portait dans son sonnerie un futur qui ne nous laisserait pas intacts. Daisy avait aligné ses pas pour me conduire à cet instant. Elle avait préparé la bataille, de manière discrète, méthodique. Mais toute stratégie a un coût, et elle l'avait déjà payé en silence. Des opportunités manquées, des promesses non tenues, des voyages qu'elle n'avait jamais faits. Elle attendait sans le dire la reconnaissance, mais ne se l'imposait pas comme une condition. Je me souviens d'un soir où, après un long entretien avec le directeur, Daisy a ramassé mon sac et, sans que je le demande, a posé mes mains dans mes poches pour vérifier si j'avais mangé. C'est un geste qui en disait plus qu'une condamnation. Elle a repris doucement. « Ce que je veux pour toi, c'est que tu ne vives pas à la marge de toi-même. Et si pour ça je dois renoncer à quelque chose, je le ferai. » J'avais envie à cet instant de lui dire qu'elle ne devait pas payer pour nos erreurs, mais elle connaissait déjà la réponse. Certains prix se payent par amour. Elle n'a pas cherché à être une sainte, elle était juste une femme qui avait choisi de rester. Son sacrifice n'était pas un récit de douleur à exalter, mais une réalité à apprendre. Protéger quelqu'un peut demander d'abandonner certaines choses, et c'est un acte courageux, pas une tragédie romantique. La nuit qui a suivi l'appel du directeur, je n'ai presque pas dormi. Les mots tournoyaient en moi. Daisy est restée éveillée jusque tard, rangeant des assiettes, pliant des torchons, comme si la normalité de ses gestes pouvait conjurer le fracas à venir. Le marbre réfléchissait la lumière du réfrigérateur quand elle est passée. À un moment, elle a posé sa main sur ma tête et a soufflé. « Demain, tu vas montrer au monde qui tu es, et quoi qu'il arrive, je serai là. » Le matin suivant, je suis descendue avec la gorge serrée, la veste encore tiède des entraînements. La maison avait un air différent, comme si l'attente avait posé un voile sur tout. Gabriel buvait son café en lisant un document. Ses mouvements étaient familiers et pourtant étrangers. Il a levé les yeux, m'a vu, et pendant une fraction de seconde, il a semblé qu'un homme nouveau pouvait habiter son visage. Mais il a refermé son journal, et la gravité habituelle a repris le dessus. Il n'a pas dit grand-chose, juste un bonne journée, qui sonnait comme un formalisme poli. Il ne savait pas encore comment placer son épaule dans l'espace qu'il avait abandonné. Je suis sortie pour l'école avec un nœud d'appréhension, mais aussi un fil de certitude. Daisy m'a accompagnée jusqu'à la grille. Avant de partir, elle a posé sa main sur mon épaule, a dit d'une voix qui n'admettait pas de réponse. « Souviens-toi, tu n'es pas faible, et si tu as besoin, reviens, je t'attendrai à la serre. » J'ai marché vers la cour, et derrière moi j'ai entendu la porte de la maison se fermer d'un geste trop léger. Je n'ai pas su, alors, que c'était le bruit qui marquait une ligne. La vie ordinaire avant la tempête. J'ai franchi le portail, et le monde a basculé vers ce moment où l'on doit choisir entre reculer ou tenir. La grille a claqué derrière moi comme si elle marquait une frontière entre ce que j'étais et ce que j'étais décidée à devenir. J'ai pris quelques pas, senti le cœur qui battait dans ma gorge, et puis la cour m'a happée. Le sol rugueux, le parfum tiède des enfants, les cris comme des vagues. La fille qui m'avait déjà poussée se tenait là, entourée. Son regard cherchait une faiblesse. J'ai senti la présence de Daisy comme un poids chaud dans mon dos, comme une main invisible qui appuyait entre mes omoplates. Les premières paroles ont été des bouteilles lancées à la mer, provocantes, rapides. Quelqu'un a ricané sur mon pull, une autre a murmuré quelque chose sur mes dessins. Le monde d'avant m'aurait flanqué en sanglots. Cette fois, j'ai respiré. Les entraînements revenaient en vagues. Un exercice de pied, une phrase à dire haut pour affirmer ma place, un geste pour me dégager si on me touchait. J'ai gardé les épaules basses, fermes, la voix claire. « Ce n'est pas gentil », ai-je dit. Il y a eu un flottement. La fille m'a haussé les épaules, a tenté de m'intimider à grand renfort de sarcasme, mais je n'ai pas reculé. Elle a tendu la main, pas pour offrir, mais pour pousser. Et j'ai appliqué le mouvement appris. Un pas côté, une rotation du bassin, une poussée ferme qui n'était ni violente ni humiliante. Le geste était plus une affirmation qu'une riposte. Je prenais de l'espace. Pendant un instant, la cour a retenu son souffle comme un public surpris. Les rires ont vacillé, puis certains se sont effilochés. Quelqu'un a sifflé, gêné par la scène, d'autres ont détourné les yeux. Et puis la meute a sorti son arme la plus efficace, l'appel à l'adulte.
Une enseignante est arrivée, froide et professionnelle. La scène a été décrite, les faits consignés. J'ai expliqué ce qui s'était passé sans exagération, avec cette voix que Daisy m'avait aidé à trouver, directe, honnête, sans crier. Quand elle a demandé si je souhaitais que l'école contacte mes parents, j'ai dit oui, parce que pour la première fois, je croyais que la vérité ne me ferait pas perdre. La sonnerie a sonné la fin d'une heure, mais la journée n'en est pas restée là. Le directeur a convoqué une réunion, puis une voix grave a traversé le téléphone de la maison. « Monsieur Gabriel, nous devons parler de l'incident d'aujourd'hui. » J'ai entendu le silence, la respiration courte de l'homme qui, jusqu'alors, avait appris à défendre son empire plutôt que ses relations. J'avais espéré, naïvement, que Gabriel entendrait l'alarme. Au début, même en face des faits, il a cherché des explications techniques. Que s'est-il réellement passé? Est-ce que ma fille a provoqué? Sa voix cherchait les responsabilités extérieures. Mais dans la pièce, il y avait Daisy, silencieuse, attentive, fidèle comme un mur de briques, et sa présence rendait difficile le déni. Le directeur a été précis. Votre fille a tenu fermement sa place. Elle s'est défendue avec sang-froid. La phrase a fait trembler quelque chose dans mon père. J'ai surpris son regard, un instant où son monde de chiffres n'a pas su traduire ce qu'il voyait. Il a regardé Daisy comme on plonge un doigt dans l'eau pour tester la température d'une vérité. Après la conversation, Gabriel est resté un long moment au téléphone. J'ai entendu la ligne se raccrocher. Il a fermé les yeux, puis a posé sa main sur la table, là où la tache d'huile sur sa chaussure laissait une marque dans ma mémoire. C'était une tâche banale, mais j'y lisais l'histoire du manque. Il revenait d'ailleurs. Il laissait les traces d'un monde qui n'était pas le nôtre. La première parole qui est sortie de sa bouche n'a pas été une défense. C'était un aveu, bref et tranchant. C'est de ma faute. Il n'y a pas eu d'excès dramatique après ces mots. Il n'a pas été un médaillé de vertu ni un repentir déchirant. C'était une phrase simple, vraie. Il a regardé Daisy, puis moi. Et j'ai vu en son visage un mélange de honte et de soulagement, comme si reconnaître enfin un manque allégeait un poids qu'il portait sans le savoir. Ses épaules se sont affaissées. Il n'a pas pointé du doigt la vie, le travail, les nécessités. Il a pointé son propre cœur. Daisy n'a pas cherché à l'humilier. Elle a abaissé les yeux, a reposé les mains sur le chiffon qu'elle froissait. Dans son silence, il y avait la force tranquille de celle qui a choisi sa place. Gabriel a sorti la chaise et s'est assis à ma hauteur, puis s'est approché, comme on s'approche d'une fragile vérité. « Je n'ai pas su voir », a-t-il murmuré. J'ai mesuré l'amour en combien d'heures je travaillais. Je pensais que plus je donnais d'efforts là-bas, mieux j'assurais pour vous ici. J'avais tort. Il restait des mots à dire, des gestes à faire. Il a appelé l'école, a demandé à rencontrer le directeur. Il a pris rendez-vous pour une réunion avec les enseignants. Ce n'était plus seulement une question de responsabilité administrative, c'était une reconstruction, la première pierre d'un retour. Il a proposé des mesures concrètes, davantage de présence, une réorganisation de son emploi du temps, l'engagement d'un accompagnement pour moi si nécessaire. Il a proposé de changer d'école, non par fuite, mais pour me donner un environnement où la violence n'aurait pas le dernier mot. Il a nommé des choses, sans en faire un grand discours. Il a avoué qu'il avait manqué, et il voulait réparer. Le soir de la réunion, nous sommes allés chez le directeur. Daisy était là, assise en retrait, les mains posées sur ses genoux. Le directeur a été professionnel mais humain. Il a expliqué comment l'incident avait été géré, a proposé des mesures pédagogiques pour prévenir la répétition, et a surtout dit quelque chose de fondamental. Votre fille a gagné quelque chose aujourd'hui. Elle a gagné la certitude qu'elle compte. Gabriel est resté digne, attentif. Après le rendez-vous, sur le chemin du retour, il a pris ma main. Ce petit geste a fait couler en moi des larmes qu'aucune honte n'a pu arrêter. Ce n'était pas un signe spectaculaire, c'était la présence tangible d'un père qui commençait à se tenir. Il a demandé pardon de façon maladroite mais sincère, il m'a parlé en chiffres et en gestes, il a promis, entre autres choses, d'essayer d'être là à l'heure du dîner, de participer aux réunions de l'école, de lire mes dessins au lieu de les commenter d'un mot distrait. Le lendemain, la décision est tombée. Changement d'école. Ce fut une décision pratique, mais elle portait un sens émotionnel profond. Gabriel a voulu faire plus que des mots. Il a renégocié un contrat, a repoussé un voyage, a accepté de laisser une partie du contrôle de son temps pour le rendre à la maison. Il a fait des gestes pas à pas, tout comme Daisy les avait faits. Quand la nouvelle école a ouvert sa porte sur nous, c'était comme si une autre saison commençait. Les couloirs avaient une couleur différente, les murs semblaient moins vifs mais plus accueillants. Je voyais Daisy moins souvent dans la cuisine parce que ses jours n'étaient plus uniquement consacrés à nos tâches. Elle avait retrouvé un rythme qui lui appartenait. Mais malgré cela, elle restait proche. Elle venait aux représentations scolaires, s'asseyait dans un coin et me regardait d'un air qui disait « Tu tiens ». Gabriel, de son côté, a appris à faire des choses qu'il n'avait jamais faites. Il a offert son aide lors d'une sortie, il a lu une histoire devant une classe, maladroitement au début, puis avec une tendresse qui ne cherchait plus à se justifier. La maison, elle, a doucement perdu sa froideur.
Le marbre a gardé sa beauté, mais les reflets n'étaient plus seulement doubles, ils étaient traversés par des voix et des échos. Les lustres gaspillés d'éclat ont pris une nouvelle fonction, ils éclairaient des visages qui se regardaient. Gabriel a commencé à laisser son téléphone face cachée sur la table plus souvent. Il a oublié parfois des rendez-vous professionnels, et au lieu d'être puni par un écran bruyant, il était réintégré par le bruit vivant d'une famille. Les repas ont cessé d'être des formalités, ils sont devenus des conversations, timides au début, puis plus ouvertes. Il y a eu des soirées où l'on riait pour rien, des questions posées qui n'appelaient pas de réponse immédiate, mais qui ouvraient des portes. Comment était ta journée? Avec qui as-tu joué? Qu'as-tu appris? Daisy, elle, a gardé sa modestie. Elle souriait à ses petites victoires comme à des fleurs qu'elle venait pousser sans chercher de reconnaissance. Mais la vérité sur son sacrifice n'a pas disparu. Elle restait une femme qui avait renoncé à beaucoup pour tenir sa promesse. Peu à peu, j'ai compris la nature exacte de ce qu'elle avait abandonné. Il ne s'agissait pas de choses spectaculaires, c'était une suite d'occasions qu'on égrène. Un poste plus élevé dans une autre ville qu'elle avait refusé, un amoureux qu'elle avait choisi de ne pas suivre parce qu'il partait pour l'étranger, des soirées à imaginer qu'elle pourrait avoir sa propre maison. Elle avait gardé en elle des lettres jamais envoyées, des billets d'avion non échangés, des projets en suspens. Ces choses n'avaient pas disparu, elles étaient rangées dans un tiroir que je voyais parfois entrouvert, et j'apercevais ces frissons de vie qui auraient pu être à elle. Je me souviens d'un après-midi, plusieurs mois plus tard, où j'ai trouvé une de ces lettres sur la table. C'était une feuille pliée, l'écriture serrée de Daisy. Je l'ai lue en secret, comme on lit le journal d'une personne aimée. Elle y parlait d'un homme qu'elle avait aimé quand elle était jeune, d'un poste dans une ville côtière qu'elle avait envisagé. Elle expliquait, sans regret amer mais avec clarté, qu'elle avait choisi de rester, qu'elle avait voulu protéger quelqu'un que la vie avait rendu vulnérable. Ces phrases n'étaient pas des reproches, elles étaient des constats posés avec dignité. Elle avait choisi, elle avait payé, mais elle ne demandait pas de prix, elle voulait seulement que nous sachions. À l'instant où j'ai refermé la lettre, j'ai senti la force de son acte. Ce n'était pas une tragédie à glorifier, c'était une décision humaine, avec ses conséquences. J'ai compris que le sacrifice n'est pas un trophée. Il abrite des pertes réelles, des années sans romance, des possibles professionnels écartés, des moments où l'on doit dire non à sa propre vie pour en accueillir une autre. Mais j'ai vu aussi la grandeur tranquille de ce choix. Daisy s'était rendue disponible pour une mission d'amour quotidien, consciencieuse, attentive, sans plainte. Le temps a posé des choses. Gabriel et Daisy ont appris à cohabiter sans faire du passé un tribunal. Il n'y a pas eu de grande scène de reconnaissance publique. Daisy ne l'aurait pas apprécié. Les remerciements sont venus dans des gestes simples. Gabriel lui a offert un matin un foulard qu'il avait vu en vitrine et qu'il avait acheté sans exhibition. Il l'a posé sur la table, maladroit, puis a dit « merci ». Daisy a souri, a baissé la tête, et la pièce a respiré. Ce merci n'effaçait rien, mais il marquait une reconnaissance qui avait la douceur du quotidien. Parfois, Gabriel l'appelait pour s'enquérir d'un détail, par politesse d'abord, puis parce qu'il avait découvert que la présence d'une autre voix dans la maison faisait respirer sa relation avec sa fille. Il y a eu inévitablement des tensions. Gabriel n'a pas su tout réparer d'un coup. Il a eu des rechutes dans ses priorités, des escapades professionnelles qui auraient pu le laisser absent à nouveau. Daisy a eu ses moments de lassitude, ces soirs où elle parlait peu et regardait l'horizon d'une fenêtre. Mais ces failles, loin d'abolir le lien, l'ont rendu humain. Nous avons appris à nous parler, à nommer les manques, à accepter que la réparation est un chemin qui se reconstruit chaque jour. La vie a continué. Je grandissais, pas seulement en taille, mais en confiance. Les entraînements derrière la serre ont disparu progressivement, comme une bicyclette à laquelle on s'habitue. Il y a un moment où on n'a plus besoin de poser inconsciemment la main, où le geste devient automatique. Pourtant, les leçons que Daisy m'avait données restaient ancrées. Elles se manifestaient parfois dans ma façon de répondre à une remarque injuste, parfois dans mon courage de demander de l'aide. Elles se manifestèrent aussi, plus tard, quand j'ai enseigné à un petit groupe de filles, dans une association scolaire, quelques gestes simples pour se tenir en sécurité. J'ai transmis, comme elle m'avait transmis, sans chercher la gloire. Un des jours qui m'a le plus marqué fut l'anniversaire de ma 9e année. Gabriel avait fait quelque chose de rare. Il avait organisé une petite fête, invité quelques amis, et, en signe de réparation tangible, il avait pris congé pour la journée. Daisy avait préparé le gâteau et décoré la table. Nous étions tous réunis dans le salon, riant bêtement sur des choses qui, autrefois, n'auraient pas résonné. Gabriel a levé sa tasse, puis s'est excusé, maladroitement. « Je suis désolée de ne pas avoir été assez. » Il n'a pas cherché à tout réparer par une phrase, il a été honnête. Daisy a soufflé sur la bougie, a ri et a dit simplement « Tu as fait ce que tu pouvais maintenant, c'est ce qui compte. »
Sa modestie contenait une fermeté qui rendait possible la guérison. Les années qui ont suivi ont emporté des choses et en ont apporté d'autres. Daisy, finalement, a accepté de reprendre quelquefois des appels pour des ménages plus rémunérés, mais elle a posé des limites. Elle ne partirait plus loin sans nous assurer d'un filet de sécurité pour moi. Elle a renoué avec certaines amitiés mises entre parenthèses, mais elle est restée fidèle aux principes qui avaient guidé son choix, que la protection ne soit pas un alibi pour l'effacement complet de sa propre vie. Elle s'est autorisée des petits plaisirs, un marché du dimanche, un livre acheté sans raison, parfois un film aux accents rieurs qu'elle savourait en silence. Plus tard, quand j'étais adolescente, Gabriel a fait un pas encore plus surprenant. Il a commencé à consacrer quelques heures par mois à une association locale, à donner un peu de son temps à un projet éducatif. Ce n'était pas un geste théâtral, c'était un retour discret de l'homme qui avait découvert que la présence est la vraie richesse. Daisy l'encourageait, non pas parce qu'il la méritait à ses yeux, mais parce qu'elle voyait que son engagement faisait du bien à l'enfant qu'elle aimait. Ils ont trouvé une nouvelle façon d'être ensemble, où chacun apprenait, sans gloire, à tenir. À 17 ans, j'ai regardé Daisy d'une façon nouvelle. Elle n'était pas une sainte ni une martyre. Elle était une femme au choix clair, aux pertes et aux gains. J'ai commencé à me sentir redevable, non pas par obligation, mais par reconnaissance volontaire. Je ne pouvais pas lui rendre la jeunesse qu'elle avait sacrifiée. Je pouvais toutefois essayer de lui ouvrir des possibilités qu'elle s'était interdites. J'ai entrepris des gestes simples, lui offrir des livres, l'inviter à sortir, l'encourager à accepter une petite vacance qu'elle avait toujours repoussée. Ce besoin de reconnaissance s'est manifesté aussi publiquement, un jour banal mais significatif. Un soir d'octobre, j'ai invité Daisy à dîner au petit restaurant de notre quartier, celui où l'on sert des plats simples mais bons. Elle a soupiré, comme si la gêne de recevoir sans avoir à se rendre utile était une chose étrangère. Nous avons parlé longtemps. Elle a raconté des bribes de sa jeunesse, des amis perdus, des conversations qui l'avaient marquée. À la fin du repas, je lui ai pris la main et j'ai dit, sans cérémonie, « Tu as fait plus que garder une maison, tu as gardé mon être. » Elle a haussé les épaules, a ri, puis ses yeux se sont mouillés. Ce n'était pas de la tristesse, mais une reconnaissance de l'ampleur du chemin parcouru. Elle m'a répondu, « Tu grandis, et c'est ma plus grande joie. » Il y a eu aussi des moments où Daisy a payé un prix que la reconnaissance publique n'arrangeait pas. Elle a vu des fêtes familiales avec des visages d'amis qui ne comprenaient pas pourquoi elle était là, qui continuaient à lui attribuer les tâches invisibles. Parfois elle se heurtait à l'oubli. Certains voisins ignoraient la somme de petits renoncements qu'elle avait accumulés. Mais ce que j'ai appris et que je veux encore partager, c'est qu'un sacrifice vrai n'attend pas toujours l'applaudissement. Il porte en lui sa propre récompense, souvent discrète et intime. Voir la personne que l'on aime marcher avec assurance. Les années ont apporté leurs propres épreuves. Gabriel a subi un revers professionnel, sa santé a connu un temps quelques fragilités. Daisy a été présente sans esbrouffe, fidèle à la constance de ses soins. Nous avons traversé ces épreuves comme on traverse une tempête sous le même toit. Ensemble, maladroits, parfois effrayés, mais ensemble. Ces moments ont scellé quelque chose de profond. Une famille faite par les liens du soin, plus que par les apparences. Aujourd'hui, adulte, je repense souvent à ce que Daisy n'a pas eu et à ce qu'elle m'a donné. J'ai compris que son sacrifice, loin d'être une mystification romantique, était une série de choix conscients, parfois douloureux, parfois nécessaires, qui ont façonné mon rapport au monde. Elle m'a enseigné à reconnaître ma dignité, à nommer mes limites, à tenir ma place sans m'imposer contre les autres. Elle m'a appris à protéger l'intérieur autant que l'extérieur. Je l'ai vue vieillir doucement, ses cheveux prenant quelques fils d'argent, ses mains portant les marques du travail. Un après-midi de printemps, alors que nous étions toutes deux assises sur le banc de la serre, entourées des plantes qui avaient survécu à nos soins, elle a posé sa main sur la mienne et a dit, sans provocation, « Je ne regrette pas d'avoir choisi d'être là. Mais fais-moi une promesse. Ne laisse jamais ta dignité se perdre pour gagner l'approbation des autres. » Je lui ai promis. Ce n'était pas un engagement dramatique, mais la reprise d'une leçon. Sa voix était ferme, mais douce. Nous avons ri ensuite d'un souvenir absurde, d'une fois où j'avais confondu le sel et le sucre pour un gâteau. Ces petites scènes quotidiennes, nichées dans l'ordinaire, me semblent aujourd'hui les pierres d'une cathédrale silencieuse. Ma relation avec Gabriel a pris elle aussi une autre épaisseur. Nous avons appris à nous parler, à échanger des choses qui n'auraient jamais franchi autrefois le seuil de ses préoccupations. Il a développé une forme d'affection plus sereine, moins possessive, plus attentive. Parfois, il me raconte des anecdotes de son enfance, parfois il m'appelle pour me demander la recette d'un plat que Daisy réussit mieux que personne. Il n'est pas parfait, il a ses failles, mais il est présent. Et pour moi, cela suffit. Si je devais résumer ce que je retiens de tout cela,
je dirais ceci. Le véritable salut d'une maison ne vient pas d'un grand geste, mais d'une suite de petites fidélités. Daisy n'avait pas de cap, elle avait un tablier, une patience et des priorités aussi claires qu'une boussole. Elle n'a pas sauvé ma vie d'un miracle spectaculaire, elle a appris à un enfant à reconnaître sa valeur et la protéger suffisamment longtemps pour que nous puissions tous apprendre à tenir. Je sais que certaines personnes voient le sacrifice comme une forme de tragédie. Elles demandent « Pourquoi donner tant et perdre en retour ?» Pour Daisy, la question n'était pas l'effacement, mais le choix. Elle a refusé d'abandonner quelqu'un à un froid qui lui aurait dévoré l'enfance. Elle a choisi de payer un prix pour donner un temps et une sécurité. Nous n'avons pas à idéaliser ce geste, il a eu des coups. Mais ces coups ont permis une vie différente, moins piégée par la peur. Le souvenir qui me reste, le plus intime, est simple. C'est l'image d'elle près de la serre, quand le soleil traversait les vitres et posait des taches chaudes sur le sol. Elle farfouillait dans des graines, me corrigeait la posture, préparait des biscuits. Son rire était une métrique discrète de notre quotidien. Elle m'a appris à nommer mes peurs et à les affronter avec des gestes concrets. Elle m'a appris que protéger, ce n'est pas fermer le monde, c'est ouvrir un espace pour que l'autre puisse apprendre à voler. Je garde encore aujourd'hui, dans un tiroir de ma mémoire, la lettre qu'elle avait écrite et que j'avais lue en cachette. Certains soirs, je la sors et je la relis, pour sentir la densité de ce qu'elle a choisi. Je pense à elle comme à une sorte de lumière, pas aveuglante, mais suffisante pour éclairer un chemin. Et quand je vois des enfants dans la rue, parfois timides, parfois vaillants, je repense aux entraînements derrière la serre, et je souris. Si vous entendez cette histoire et que vous avez en tête quelqu'un qui, d'une façon discrète, a donné sans attendre la reconnaissance, pensez à le lui dire. La gratitude a le pouvoir de redonner une part de ce qui a été offert. Daisy n'a jamais demandé d'autel, elle a besoin de la chaleur d'une parole, d'une reconnaissance simple. Pour nous, sa présence a fait la différence entre se recroqueviller et se tenir droit. Je pourrais écrire des pages sur ses renoncements, les voyages qu'elle n'a jamais pris, les promotions qu'elle a déclinées, les soirées où elle aurait pu être aimée autrement. Mais je préfère décrire ce qu'elle a construit. Un cœur d'enfant qui a appris à battre sans se laisser écraser. Un père qui a réappris à tenir. Une maison où la lumière n'est plus un décor, mais une chose vivante. Il y a des coups, certes, mais il y a aussi des fruits. En écrivant cela, je pense à toutes les tantes, aux oncles, aux voisins, aux amis, qui sans ostentation choisissent la protection. Leur sacrifice n'est pas toujours spectaculaire, il est souvent une suite de petites choses faites chaque jour. La grandeur de ces actes tient moins à leur souffrance qu'à la vie qu'ils rendent possible. Je regarde maintenant Daisy, plus âgée, plus douce, et je lui rends hommage. Elle mérite plus que des mots. Mais voici quelques mots quand même. Merci. Merci d'avoir choisi, de l'avoir fait suffisamment longtemps, de l'avoir fait sans attendre la reconnaissance. Merci d'avoir repéré ce point faible en moi et d'avoir planté une force à la place. Avant de finir, je veux dire une chose qui l'accompagne depuis toujours. Que sa vie soit bénie, pas d'une façon théâtrale, mais d'une bénédiction discrète, un souhait que les jours à venir lui offrent des petites joies qu'elle n'a pas prises pour elle plus tôt. Que les routes qu'elle n'a pas prises s'ouvrent encore, même tardivement. Que l'amour lui revienne en retour, calmement, simplement. Si cette histoire vous touche, partagez-la pour honorer celles et ceux qui protègent en silence. Et si vous avez une tante, un oncle, un ami qui a été ce filet de sécurité, dites-leur aujourd'hui que vous voyez leur choix et que vous en êtes reconnaissant. Que Dieu la bénisse.